d'eau dans leur localité. Leurs camarades exigent leur libération et sonnent la mobilisation au tribunal de Kaolack demain mercredi. Nous reviendrons largement sur les nombreux litiges fonciers qui défraient la chronique à Diourbel, à Keur Massar, à Thiès. Et puis, vous entendrez le point de vue des architectes et autres aménagistes qui parlent de bombes à retardement. Évidemment, le reste de l'actualité sur la campagne agricole avec des réactions là également. Et puis nous irons en Côte d'Ivoire où le président Bassirou Diomaye Faye effectue une visite officielle ce mardi. Il sera accueilli par de nombreuses attentes de la communauté sénégalaise vivant dans ce pays. Enfin, dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons des violences qui émaillent les combats de lutte, notamment à Dakar. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. À Mbour, 54 candidats à l'immigration clandestine ont été interpellés par la gendarmerie de Joal. La plupart d'entre eux venaient de la région de Tambacounda et des mineurs font partie de ces candidats à l'immigration clandestine. Ndeye Matidian. La brigade territoriale de gendarmerie de Joal a déjoué le plan de 54 migrants hier lundi dans la soirée. Les gendarmes ont été informés de la présence à la gare routière de Nguéniène de plusieurs jeunes soupçonnés candidats à l'immigration clandestine. Le dispositif de surveillance mis au village de Ndofane a permis d'intercepter 54 candidats dont 18 mineurs. Ces migrants viennent majoritairement de la région de Tambacounda. Cette opération est la énième du genre faite par la gendarmerie qui continue à sensibiliser et renforcer le dispositif pour lutter contre l'immigration irrégulière dans la Petite Côte. La semaine dernière, le chavirement d'une pirogue qui avait quitté Mbour a fait 51 victimes, dont la majorité sont des jeunes du quartier Tefes de Mbour. Ndeye Matidieng, Mbour, Radio Futur Média. À Mbour, toujours l'Organisation internationale des migrants a organisé un atelier afin d'évaluer les projets des migrants de retour au Sénégal et ainsi les protéger contre une éventuelle tentative de voyage en Europe. L'OIM qui a déjà encadré le retour de plus de 10 000 migrants et la réintégration de 8 000 demandeurs à l'État du Sénégal pour faciliter le voyage normal des Sénégalais. J'ajoute à ce sujet toujours que la base navale nord de Saint-Louis a intercepté aujourd'hui une pirogue de migrants avec à son bord 74 migrants clandestins. La pirogue avait quitté la Gambie le 1er avril. 2 migrants clandestins ont été évacués à l'hôpital. On compte dans cette pirogue 11 Sénégalais, 51 Gambiens, un Malien, un Guinéen. Les identifications se poursuivent selon nos sources informations qui nous a été communiqué à l'instant même par notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. À Kaffrine, le procès des 5 habitants de Ngodiba arrêtés lors des derniers affrontements pour dénoncer le manque d'eau dans leur localité se tient ce mercredi au tribunal de Kaolack. Les jeunes de Ngodiba appellent à la mobilisation pour se rendre en masse à Kaolack et assister à ce procès. Ils exigent la libération de leurs camarades et invitent le président Bassirou Diomaye Faye, il l'invite à trouver une solution à leurs problèmes. Le porte-parole du jour, El Haj Babacar Diané, au micro de Ndeye Awabey. En termes d'alimentation, Ngodiba alimentait le marché de Kaffrine. La population de Ngodiba a été envahie par Flexo à travers son directeur et ses éléments, sous la couverture de la gendarmerie de Kaffrine. En coupant les robinets, il y a des fuites d'eau partout. Ils disent que Ngodiba ne paye pas d'eau. Alors que si vous n'avez pas d'eau, comment vous pouvez payer l'eau? C'est impossible. Ils ont venu ici gazer la population. On a arrêté des personnes qui sont natives de Ngodiba. Ces personnes sont en détention à Kaolack. Elles n'ont rien fait. Nous demandons leur libération immédiatement et sans condition. En plus, c'est très important de relever la mauvaise gestion du forage de Ngodiba par Flexo. L'eau de Ngodiba ne servait pas seulement la population de Ngodiba. Il y a des villages environnants comme Tissé, Fas Ngodiba, Ndigi, Pete, Ngotou, Siklo et autres villages. Maintenant, nous lançons un appel solennel au président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, de réagir à la situation de Ngodiba avant que le pire se reproduise encore.
À Fatick, l'usine de dessalement n'est pas une solution aux pénuries d'eau que connaît la ville de Foundiougne depuis plusieurs années. C'est l'avis de Bruno Derneville, président du Parti pour l'Action citoyenne. L'usine subit des pannes régulières et la maintenance coûte cher aux clients de la Seno à Foundiougne. Il invite les autorités à accélérer le processus de transfert de l'eau depuis le forage de Ndiayen Moussa Ndiaye pour soulager définitivement les consommateurs. Nous l'écoutons au micro d'Aminata Goujabi. La démarche que nous avons, c'est pour que ensemble nous puissions voir quel est le réel problème qu'il y a par rapport à l'alimentation en eau. Vu que la Seno gère ici à Foundiougne une unité de dessalement dont vous savez que la maintenance est coûteuse. Chaque réparation, pour les grandes réparations, ils sont obligés de faire venir des Espagnols. Vous imaginez les coûts. La commune de Foundiougne ne peut pas supporter un fonctionnement d'une usine de dessalement. Ça n'est pas une solution, mais c'est ce qu'également tous les Foundiougniois disent, parce qu'ils ont senti dans leur poche que les coûts sont trop élevés. Ce n'est pas étonnant que les factures soient élevées parce que Foundiougne ne peut pas supporter une unité de dessalement. Foundiougne, qui a une vocation touristique, ne peut pas se permettre à tout bout de champ d'avoir des coupures d'eau, des problèmes de maintenance au niveau de l'unité de dessalement qui font que soit on n'a pas assez d'eau, soit l'eau n'est pas de bonne qualité. L'unité de dessalement n'est pas la solution. Foundiougne a besoin de cette eau qui va venir de Ndiayen Moussa Ndiaye. Faire en sorte que l'eau de Ndiayen Moussa Ndiaye, qui est d'une qualité exceptionnelle, nous avons besoin de cette eau ici à Foundiougne. À 12h07. Retournons à Kaffrine, toujours dans le centre du pays, où les agriculteurs attendent avec impatience la mise en œuvre des réformes annoncées par le Premier ministre, notamment du ministère des Forces armées, l'implication en tout cas du ministère des Forces armées dans la gestion des intrants agricoles afin de booster le secteur. Ils invitent le nouveau gouvernement à distribuer l'engrais dans les meilleurs délais. Reportage Ndeye Awobey. À Gentougui, dans la commune de Kachot, Sidi Wilane et Morsissé préparent activement l'hivernage. Trouvés en train de défricher, ils se réjouissent des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement pour une bonne campagne agricole. Nous sommes vraiment satisfaits de ces mesures prises lors du conseil interministériel consacré à la campagne agricole. Nous saluons vraiment cette démarche adoptée par les autorités. Personnellement, ça me rassure. Pour éviter des difficultés liées à la distribution des intrants, ces agriculteurs plaident pour une réorganisation des commissions. Nous avons toujours dénoncé la mauvaise gestion de la mise en place des intrants agricoles. En plus, le sac d'engrais nous revenait à 25 000 francs CFA, ce qui est anormal. Il faut qu'ils organisent d'abord les commissions et c'est l'occasion de démarrer du bon pied, permettre aux paysans d'être à l'aise, mais également permettre à notre pays d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Lors du conseil interministériel consacré à la campagne agricole, le Premier ministre Ousmane Sonko avait engagé le ministre de l'Agriculture à prendre toutes les dispositions requises pour le démarrage effectif de la distribution des intrants en quantité. Les paysans d'Undoukoumane invitent le gouvernement à la matérialisation de ces réformes le plus tôt possible. Ndeye Awobey, Kaffrine, Radio Futur Média. Ndeye Awobey, l'armée a été toujours impliquée dans le processus de distribution des semences à travers une cellule logée au ministère de l'Agriculture. C'est une précision du président de la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs. Modou Fall souligne aussi que la digitalisation a toujours existé. Il indique que les manquements notés dans le processus ont toujours été corrigés. Écoutons Modou Fall au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Il y a un service qu'on appelle le service logistique au niveau du ministère de l'Agriculture, logé au ministère de l'Agriculture, dirigé par un colonel, c'est le colonel Koulibaly. À chaque année, dans ce moment, quand les semences et les engrais arrivent au niveau des points de vente, les militaires font des descentes sur les points de vente pour vérifier est-ce qu'effectivement les semences ont bien arrivé ou non et remonter leurs informations. Il y a plusieurs groupes de militaires. Il y a des gens qui passent côté nord, il y a des gens qui passent côté sud, côté centre, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de commissions qui vont régler ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la digitalisation. C'est toujours existé. Parce que quand l'opérateur fait son travail, il va déposer les procès-verbaux de réception et les journaux de vente. Les journaux de vente, c'est le physique. Donc, côté physique, il y en a. Les journaux de vente, elle a bel et bien existé. Les commissions dressent
un journal de vente à chaque vente. Identifier le producteur, son numéro de carte d'identité, son village et la commission. Tout est là. Mais il y a trop d'amalgame sur le processus des semences. Vous dites que l'armée a été toujours impliquée dans le processus de distribution des semences. Alors, pourquoi il a été noté dans le passé des manquements et des détournements de semences et d'engrais? Mais les détournements, on le dit, mais je n'ai jamais vu une personne qui a amené quelqu'un qui a détourné. Et les manquements, il y en a partout dans tous les processus. Mais on le corrige. On le corrige. Chaque année, il y a des petits opérateurs ou bien des commissions, il y a des manquements, mais qu'on le corrige, mais qu'on avance. C'est ça la réalité. Hein? Et puis à Kaolack, à l'approche de l'hivernage, le réseau des éco-citoyens du Sénégal appelle les agriculteurs à la prudence en cette période de débroussaillement des champs qui est favorable aux feux de brousse. Et ces situations sont très néfastes à l'environnement selon les écologistes. Fatoumbaou. Les éco-citoyens sont sur le qui-vive face aux feux de brousse qui sévissent dans les zones rurales. En prévision de l'hivernage, ils encouragent vivement les agriculteurs à être prudents. Ahmad Kaman, président du réseau des éco-citoyens du Sénégal. Cette période rime avec une intense activité de manipulation du feu. Cela rime souvent avec des feux de brousse. Nous en appelons au sens de responsabilité des agriculteurs pour qu'ils soient davantage prudents avec la manipulation du feu. La période de débroussaillage des champs est souvent associée à l'évacuation ou à la combustion des herbes sèches, ce qui entraîne une diminution de la biodiversité des sols avec des conséquences importantes selon les écologistes. Même quand on brûle au niveau du champ, cela provoque une mortalité de la microfaune et de la microflore, en particulier la microfaune terrestre. Et avec le feu, malheureusement, on le détruit. Si des incendies se déclenchent, si des feux de brousse se déclenchent, avec des pertes d'arbres, des pertes d'animaux sauvages, c'est très préjudiciable à la richesse en faune et en flore au niveau de nos ressources forestières. La préservation de la nature revêt une importance capitale pour les acteurs qui sensibilisent davantage les cultivateurs en pleine préparation de l'hivernage. Fatoumbo Kaolack, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Et l'on reparle des litiges fonciers à Keur Massar. La coopérative des jeunes de Malika refuse toute idée de privatisation de la plage et l'attribution du foncier aux particuliers. C'était un projet de l'ancien régime selon les membres de la coopérative qui demandent au président Bassirou Diomaye Faye de prendre des mesures pour annuler ces attributions. Écoutons Alassane Tamboura, porte-parole de la coopérative des jeunes de Malika au micro d'Aminata Ba. On a pu observer dans le PUD qu'au niveau de la plage, donc il y a des attributions qui ont été faites, ce sont des attributions qui sont privées. Donc ça tend à une privatisation de la plage de Malika, une plage qui est fréquentée par tous les jeunes de la banlieue et du département de Keur Massar en général. Donc cette privatisation-là, c'est quelque chose que nous dénonçons. C'est quelque chose que nous refusons catégoriquement. C'est le régime précédent avec le PUD qu'il a eu des attributions donc, sur cette plage-là. C'est l'ancien régime qui l'a fait. Donc nous interpellons le régime actuel pour qu'il puisse nous éclairer l'antenne sur ce qui se passe au niveau de cette plage-là. Et s'il y a des attributions, que ces attributions-là soient annulées. On a vu que les attributions, c'est avec de gros lots. Donc on se dit que sûrement c'est avec des hôtels qu'ils veulent installer ici. Donc ce sera des hôtels sûrement. On a vu que les attributions ne sont pas des 150 mètres carrés ou des 300 mètres carrés, mais c'est des attributions énormes, des 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés. Donc on se dit que peut-être ils ont l'intention de faire des hôtels ici. M. Bassirou Diomaye Faye, nous l'interpellons. Il a fait une descente à Mourgat, donc nous l'attendons aussi à Malika, qu'il vienne à Malika, notamment ici au niveau de la plage, pour qu'on puisse discuter avec nous, pour qu'il puisse voir ce qui a été fait sur cette plage-là. Donc, et que les irrégularités que l'on note sur la plage, qu'ils puissent les enlever. Le foncier, une bombe à retardement. L'occupation de la corniche de Dakar préoccupe particulièrement architectes, aménagistes et urbanistes. Tous saluent la décision du chef de l'État de suspendre toutes les opérations domaniales sur le littoral notamment. Mohamed Nabi Khan, ancien secrétaire général de l'Ordre des architectes du Sénégal, demande que la loi relative à l'aménagement s'applique dans toute sa rigueur. Il est interrogé par Anna Rocha. Effectivement, c'est une très très bonne chose. Je pense que la lumière doit être faite sur les attributions, la lumière doit être faite sur les installations, sur le pourquoi, effectivement, cette zone non édificante qui doit être
alloué comme espace public à l'ensemble des Sénégalais, que un certain nombre de personnes s'attribuent effectivement le droit d'occuper l'espace qui doit servir en tout cas de lieu de loisir à l'ensemble de la population sénégalaise, donc de Dakar à Fonguilemi. Oui, en réalité, la réglementation, elle est là, il faut l'appliquer. Vous savez, le Sénégal, en matière de réglementation, toutes les lois sont là et tout simplement, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui cherchent des entourloupes pour contourner la réglementation, mais la réglementation, si elle est respectée par tout le monde, je pense qu'il n'y avait même pas lieu d'occuper la corniche. Maintenant, elle est faite. Je pense que ce qui appartient aux Sénégalais, à l'ensemble des Sénégalais, je ne pense pas que quelqu'un puisse avoir le droit de l'occuper à lui tout seul. Alors pourquoi, dans une zone de la corniche, qui est une zone publique, pourquoi l'habitant de Fonguilemi n'a pas le droit d'y habiter, pourquoi l'habitant de Matam n'a pas le droit d'y habiter, mais que c'est une classe, ou en tout cas excusez-moi du terme, une caste qui occupe cet espace au détriment du peuple sénégalais. Je pense que la lumière doit être faite là-dessus. On occupe les espaces qui doivent servir de poumons, en tout cas pour la ventilation de la ville. Et à l'heure où nous sommes en train de parler des changements climatiques, l'occupation de la corniche est un enjeu crucial, parce que Dakar étouffe. On referme ce dossier avec ce scandale foncier à Diourbel. Les populations de Khodil dénoncent une vente illégale de parcelles sur le domaine national. En assemblée générale, ces habitants de Khodil fustigent aussi le déversoir d'eau de la commune de Diourbel à côté de leur maison. Babacar Diouf nous fait le compte-rendu. Les habitants de Khodil s'indignent de la gestion des terres dans cette partie de la commune de Diourbel. Moustapha Faye, leur porte-parole. On peut même l'appeler un scandale foncier. Et jusqu'à présent, Khodil n'a jamais été l'objet d'un lotissement légal et qui a respecté les normes requises par les lois. Et donc, ce qu'on peut dire pour ce scandale foncier, c'est qu'il y a des personnes, des autorités mal intentionnées qui veulent accaparer nos terres et qui veulent les vendre d'une manière illégale. Et donc nous disons non et nous disons niet, et de venir régulariser d'une manière immédiate et sans condition nos terres et que puisque les terres puissent retourner aux ayants droit. Cette mauvaise gestion du foncier est à l'origine de beaucoup de manquements dans ce quartier. Les terres que vous voyez là, donc, ce sont des alignements. Raison pour laquelle, en tout cas, nous n'obtenons pas, il y a aucun propriétaire ici qui obtient des papiers légaux pour pouvoir bénéficier, que ce soit de l'eau ou bien de l'électricité. Ce n'est pourtant pas le seul problème des habitants de Khodil. Les eaux vannes de toute une commune sont déversées aux alentours. En tout cas, même pas 10 mètres du bassin de rétention n'arrivent même pas à, en tout cas, respirer normalement ou bien à respirer de l'air pur. Après le bassin, juste après le bassin, il y a donc des eaux usées qui sont en train, en tout cas, d'écouler au niveau des centres des populations. Et nous, en tout cas, on n'a rien d'autre que l'agriculture. Khodil invite alors les autorités à prendre à bras le corps ces difficultés mises sur la table. Bombay. RFM Babacar Diouf. Et puis notez au sujet de l'affaire du site de Mbour 4 que le maire de Thiès s'explique sur ce dossier cet après-midi. Dr Babacar Diop tient une conférence de presse sur la question à 16h. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu sur le site en question mercredi dernier pour s'enquérir de la situation. Cette visite a fait suite à la suspension provisoire de toutes les procédures domaniales et foncières sur le littoral et dans les régions de Dakar et de Thiès. Il est 12h19 sur l'avenue Pétavin à Dakar. Encore des contractuels de la Poste avec la réintégration d'une centaine d'entre eux sur un chiffre qui s'élève à plus de 370. Ils parlent de discrimination et d'injustice. En sit-in ce matin devant la direction de la Poste, ils ont réclamé ce qui, selon eux, leur appartient de droit. Et ils souhaitent rencontrer le Premier ministre. Famadion a couvert pour nous ce rassemblement qui s'est tenu sous haute surveillance policière. Pas de répit pour le nouveau directeur général de la Poste. L'heure est grave. Devant la direction générale de la boîte, une dizaine de contractuels en brassard rouge égrènent leur chapelet de doléances. Moussa Baldé, porte-parole du jour, a lu son communiqué avec beaucoup de difficultés dues à la forte présence des forces de défense et de sécurité. Ce que nous réclamons, que nous retrouvons respectivement nos différents lieux de travail. La discrimination et surtout la mauvaise stratégie managériale du DG sortant, M. Mohamedou Diaïté, qui faisait croire aux Sénégalaises et Sénégalais que la véritable source de problème de la Poste, c'est la masse salariale, que nous venons de démontrer que c'est faux. Autre préoccupation abordée par ces contractuels de la Poste, l'inertie de leurs collègues syndicalistes. Je suis syndiqué à la SNTPT depuis 2020, mais à ma plus grande surprise, jusqu'à présent, est-ce que vous
avez entendu un syndicat défendre, excepté Gorgui Yassine. Vous n'avez pas entendu un syndicat porter cette injustice-là. Personne. Vous ne sentez pas leur soutien? Absolument, pas du tout. Pas du tout. Plus de 200 agents contractuels réclament leur réintégration dans la boîte. Ils disent espérer une audience avec le Premier ministre. Ils ont, dans ce sens, formulé une demande depuis le 17 avril dernier. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Au Togo, après une victoire écrasante aux législatives, le parti au pouvoir remporte aussi largement les régionales. L'Union pour la République du président Faure Gnassingbé a décroché 137 sièges sur les 179 mis en jeu lors du scrutin du 29 avril dernier, selon les résultats provisoires publiés hier lundi par la Commission électorale nationale indépendante. Les partis de l'opposition n'ont obtenu que 39 sièges. L'opposition togolaise crie à la fraude. Maître Paul Apévon est le président des Forces démocratiques pour la République. Il est au micro de RFI. Au regard de ce que nous avons vécu en tant que candidat, en tant que chef de parti, ce que nos candidats, nos militants, nos délégués ont vécu sur le terrain, je vous assure honnêtement que on ne peut pas appeler ça une élection dans un pays normal. De Gaulle, nous disons, nous ne pourrons pas accepter ce qui est proclamé là comme résultat d'une élection normale. Lorsque vous allez à des compétitions, vous avez des partenaires en face qui ont les moyens. C'est vrai, on le reconnaît, des moyens d'État. Mais qu'ils utilisent seulement ces moyens d'État pour gagner, je peux encore comprendre. Mais que ces dirigeants choisissent délibérément de demander à leurs militants d'aller partout, violenter les gens, voler, à visage découvert. Mais vous appelez ça des élections? On nous a donné un siège. Est-ce que nous refusons de prendre ce siège? Non. La décision allant dans ce sens ou non, mais ce n'est pas le FDS qui la prendra. Nous allons nous concerter avec les autres, toute l'opposition, dans son ensemble, pour savoir qu'est-ce que nous faisons de ce qu'ils nous ont attribué comme résultat. Face à ces accusations, le camp du pouvoir a réagi. Pascal Bodjona, conseiller politique du président de la République, estime que si l'opposition avait été dans une dynamique d'unité, elle aurait eu un nombre conséquent de sièges. On l'écoute toujours au micro de nos confrères de Radio France Internationale. Lorsque une élection est faite et qu'il y a des contestations, les voies de recours sont certainement ouvertes devant la Cour constitutionnelle et qu'on rapporte les preuves des allégations dont on fait état. Dans tous les cas, moi je pense que les élections ont été faites et tout le monde maintenant peut faire l'analyse des résultats. Vous savez que les militants de l'opposition, s'ils avaient été dans la dynamique de l'unité d'action, l'opposition aurait eu un nombre conséquent de sièges à l'Assemblée nationale. Cela n'a pas été le cas, chacun a été en rang dispersé, alors que vous savez bien que nous sommes dans le système de la proportionnelle aux élections. Actuellement, on attend que la Cour constitutionnelle puisse donner les résultats définitifs et que les voies soient ouvertes pour les recours que les partis politiques ou les listes auront à exercer devant cette Cour. En RDC, les condamnations continuent 4 jours après le bombardement d'un camp de déplacés. Le drame qui a eu lieu près de Goma a fait plus d'une quinzaine de morts, dont des enfants. Et selon les autorités congolaises, 5 obus ont été tirés à partir des collines de Kiroche, actuellement sous contrôle de l'armée rwandaise, sur le camp en question à Wambai. Le gouvernement congolais, dans un communiqué publié hier lundi, condamne le bombardement du camp de déplacés de Mugunga et appelle à des sanctions contre le Rwanda. Pour Kinshasa, ces bombardements violent le droit international humanitaire et traduisent le refus du Rwanda d'obtempérer aux injonctions de la communauté internationale de cesser le feu et de retirer ses troupes de la RDC. Le communiqué ajoute qu'il montre une volonté de poursuivre la guerre, rejetant ainsi toute initiative de règlement de conflit par la voie pacifique. Selon RFI, l'Union africaine, pour sa part, a condamné ces attaques sans nommer les auteurs. Merci à Ombaï. C'est tout, Souleymane, pour cette page internationale. Merci, Anna Rocha. À 12h25, on enchaîne avec notre dossier du jour. Le président de la République à Abidjan ce mardi. La communauté sénégalaise établie dans le pays d'Alassane Ouattara s'en réjouit, mais adresse d'ores et déjà ses préoccupations à l'endroit de Bassirou Diomaye Faye. Une vie rendue plus difficile du fait de certains documents difficiles d'accès. C'est de Nourouba.
Des jeunes Sénégalais établis à Abidjan attendent avec impatience la visite du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Khadim Diop, ici à Abidjan. Khadim Diop dit déjà ses attentes, notamment la vie difficile de bien des Sénégalais en Côte d'Ivoire. J'aimerais que le président Diomaye prenne de nouvelles résolutions en ce qui concerne les immigrés, parce qu'il y a plusieurs Sénégalais ici en Côte d'Ivoire qui souffrent. Il y a le volet social, on doit s'occuper personnellement de ça. Et ce qui concerne l'identification aussi de certains Sénégalais qui vivent sur le territoire ivoirien, enfin nous voudrions lui proposer des audiences foraines afin que certains Sénégalais puissent avoir des papiers, parce que nombreux sont des Sénégalais qui sont nés en Côte d'Ivoire et qui n'ont pas de papiers sénégalais. Chérif Bousso pense que cette visite du président Bassirou Diomaye Faye va davantage renforcer les liens entre les deux pays et cela pourrait faciliter l'accès à certains documents, situation qui les empêche souvent de dormir. On veut tous que ça soit ainsi, pareil, avec nos autorités qui sont ici, soient proches de nous et nous faciliter aussi les papiers qu'on a besoin souvent au consulat, vraiment, parce que au niveau d'Abidjan, ceux qui sont à Abidjan, le problème n'est pas assez grand, mais pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, souvent ils font des trajets de 4 mois, on peut faire jusqu'à 800 km, tu vois. Les Sénégalais qui sont basés en Côte d'Ivoire souhaitent la bienvenue au président Bassirou Diomaye Faye. Comme on le dit si bien chez nous ici, à quoi bat monsieur le président Diomaye? Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans une dizaine de minutes, notre rubrique Point de vue, nous débattrons des violences qui émaillent les combats de lutte, notamment à Dakar. Comment prévenir les agressions physiques et verbales qui gangrènent l'arène? Nous tenterons de répondre à cette question avec nos deux intervenants du jour. Birassen, président du CNG de lutte, et Abdoulaye Dembélé, journaliste sportif spécialisé en lutte. RFM Sport. L'actualité des sports. Avec vous, Malal Junior Gagne. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Troisième sortie de l'AS Douane à Dakar Arena ce soir. Les Gablous défient l'APR du Rwanda. Pour leur troisième match de la phase de la conférence du Sahara, après une défaite et une victoire, les joueurs du Sénégal veulent assumer une deuxième victoire pour bien se positionner avant l'entame de la phase retour. Sodecham a étudié cette affiche. L'AS Douane et l'armée patriotique rwandaise, deux équipes qui ont le même parcours depuis le début de la conférence Sahara. Ces deux équipes qui ont dominé l'US Monastir et se sont fait battre par Rivers Hoopers. Les douaniers qui ont déjà goûté à la victoire veulent rester sur cette dynamique, souligne leur entraîneur Mamadou Gueye-Pabi. C'est un championnat, une épreuve de régularité. Il va falloir le préparer comme il se doit pour pouvoir l'aborder dans de meilleures conditions pour stabiliser notre position. L'APR qui vient d'une défaite veut également renouer avec la victoire. Leur capitaine y croit, William Robbins. Un match différent, une équipe, c'est un peu le même style de jeu que Rivers à Sénégal. Donc voilà, on va aborder le match de la même manière qu'on l'a abordé aujourd'hui, avec un peu plus d'agressivité en défense. Et je pense que pas remettre en cause notre équipe maintenant parce qu'on a perdu un match, on gagne cette victoire. Les Gablous aussi veulent éviter les calculs à la fin du tournoi, raison pour laquelle ils restent optimistes, dit Jean-Jacques Boissy. Oui, on n'essaie pas de calculer, c'est pas juste les matchs aller, il y a les matchs aller-retour. Du coup, on a perdu un match, on essaie d'en pas en perdre plus. On va jouer les retours, on va essayer de gagner tous les matchs qui restent avec les retours pour être premier, Inch'Allah. Si l'AS Douane commence à voir certains de ses joueurs retrouver leur adresse, à l'image de Amadou Abdoulaye Harouna, du côté de la paire, il faudra surveiller de près Noël Obedia, qui est passé de 5 à 32 points, sans oublier Dario Hunt, Adonis Feiler ou même Olengam Pio. À paire, AS Douane, c'est à 19h. À Dakar Arena, mais avant 19h, on aura la rencontre qui va opposer l'équipe de l'US Monastir au Nigérien de Rivers Hoopers. Comment analyser les deux sorties de cette équipe de l'AS Douane? Après la défaite, il y a eu un léger mieux face à l'équipe de Monastir. Qu'est-ce qu'il faut changer pour bien aborder cette troisième rencontre? Réponse avec Abou Sey, journaliste et administrateur du site basketsénégal.com.
L'équipe a resserré les rangs, l'équipe a été bien concentrée sur le plan défensif. Maintenant, reste à réajuster certains dispositifs tactiques sur le plan offensif et permettre à certains joueurs de retrouver leur rythme, parce qu'on a vu que si Amadou Aruna, le Nigérien, a pu exploser pour sortir le grand jeu, ça reste encore pour certains de nos joueurs où on attend aussi de belles performances, comme c'est le cas pour le meneur Jean-Jacques Boissy qui se cherche encore, ou bien l'ailier fort Ibrahima Thomas, deux autres scoreurs, deux shooters qui cherchent encore leur repère. Donc on espère que d'ici le 3e match, ils vont commencer à prendre la température du jeu et se fondre carrément dans le dispositif du coach. On peut dire que l'équipe s'est bien ressaisie avec une belle victoire face à l'US Monastir. Maintenant, reste à consolider cet acquis et puis essayer de rester concentré pour le 3e match face à l'armée patriotique du Rwanda. Donc ce sera à partir de 19h à Dakar Arena Suleiman. Ligue des Champions au début de la phase retour ce soir. Le PSG joue son avenir en C1 au Parc des Princes. Et ce sera devant leurs supporters qui ont soigné la grande mobilisation pour pousser l'équipe de Luis Enrique vers un nouveau succès et une finale. Il va falloir battre quel que soit le nombre de buts marqués ou encaissés l'équipe de Dortmund. Ce sera à 19h demain. On aura l'autre demi-finale qui va opposer en Espagne à Santiago Bernabéu avec le toit fermé. L'équipe du Real de Madrid, celle du Bayern de Munich. À l'aller, les équipes avaient fait 2 buts partout. On termine, Suleiman, avec cette date anniversaire, 7 mai 2012, 7 mai 2024. 12 ans que Jules François Bocandé quittait ce bas monde. L'ancien attaquant de l'équipe nationale du Sénégal a été enterré au cimetière mixte de Ziguinchor. Le monde du sport, en particulier le monde du football, a décidé d'unir ses prières aujourd'hui pour le repos de son âme. Merci Malal Junior Diagne. L'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. La presse du jour, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, la reprise en douce des chantiers arrêtés sur la corniche. Le journal Le Quotidien qui donne la nouvelle en manchette écrit en page intérieure ce qui suit. Après avoir fait grand bruit, la mesure de suspension des constructions sur plusieurs parties du pays, dont la corniche de Dakar, est en train d'être rapportée en douceur. Et oui, certains responsables de chantier relèvent le confrère confie avoir obtenu l'autorisation de reprendre le travail. Loin des bruits et de la fureur, le président Diomaye Faye remet les truelles aux maçons pour dire que les enjeux sont très importants pour tous et pour cause. Les acteurs des BTP ont été reçus par le chef de l'État et ils lui ont fait savoir que des emplois étaient menacés, des cargaisons de matériel de construction bloquées au port autonome de Dakar. L'État du Sénégal qui publie enfin la liste des navires de pêche autorisés à prendre du poisson sur nos côtes. La revendication est ancienne dans le secteur, la voilà donc matérialisée. Le journal Le Soleil constate que sur la base de la liste publiée par le ministère de la Pêche, qu'en tout et pour tout, 132 bateaux nationaux et 19 étrangers ont été enregistrés à la date du 6 mai dernier. Le journal se fait fort de relever que cette liste ne tient pas en compte des dossiers en cours de renouvellement. Libération qui s'en félicite ce matin soutient que Dr Fatou Diouf, la ministre des Pêches, joue la carte de la transparence. Le président de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, Macoumba Dièye, applaudit des 2 mains, mais veut plus. Il dit: nous attendons maintenant de l'État l'audit des accords de pêche. En ligne de mire, vous le savez, les accords de pêche avec l'Union européenne. Le journal Le Quotidien relève qu'en 2020, 50 bateaux étrangers ont demandé des licences de pêche. Titre du journal Rewmi Quotidien après le foncier. Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et les deux agendas. Le président chez les démocrates, il est attendu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ousmane Sonko chez les putschistes de la région. Le quotidien parle de double jeu diplomatique. Le confrère s'insurge. Dans un commentaire intitulé Sonko, les putschistes et Mélenchon, le choix de l'arrière-garde, Dr Yoroya, ancien ministre de l'ex-régime, le mandat rapporte. En matière de politique extérieure, le duo Diomaye Faye, Ousmane Sonko danse le tango, c'est-à-dire un pas en avant, 2 pas en arrière. Autant le président Faye a fait un pas en avant en réservant sa première sortie à l'étranger à la Mauritanie, signe d'avant-garde
l'avant-garde car avec le pétrole et le gaz, le Sénégal peut accélérer sa marche vers l'émergence, donc être à l'avant-garde économique après avoir été à l'avant-garde politique. Autant Sonko avec sa tournée pompeusement annoncée dans l'alliance des États putschistes, Guinée, alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, fait 2 pas en arrière en réservant sa première sortie au pays de l'arrière-garde démocratique. Le docteur Yad poursuivre en disant que le débat sur le souverainisme est soit de la manipulation pour légitimer la forfaiture politique des coups d'État, soit du don quichotisme politique au Sénégal. Le souverainisme est la bataille économique pour l'émergence, le seul combat qui vaille au Sénégal. Selon lui, tout le reste est perte de temps et le temps ne chôme pas. Nous sommes tous des panafricanistes, mais nous préférons le panafricanisme démocratique à celui putschiste de nos voisins qui instrumentalisent le panafricanisme comme arme de diversion politique pour masquer leur forfaiture politique. À la une du journal Sud Quotidien, le renouvellement de la classe politique sénégalaise, retraite anticipée des dinosaures, Mamadou Diop Decroix, Idrissa Seck, Khalifa Sall ou encore Aminata Mbengue Ndiaye, tous dans le décor. Le journal Tribune nous dit que c'est le déclin des partis Yobalema, des alliés encombrants peu utiles pendant 12 ans, des partis politiques qui n'existent que sur le papier, énonce sexuellement la publication. Bonne nuit à tous. L'autoroute de l'avenir vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue à 12h36. Bienvenue. Comment analyser, mais surtout comment remédier à la violence qui entache le monde de la lutte chaque fois qu'il y a un combat, particulièrement dans la région de Dakar. Pour tenter de répondre à ces questions, nous attendons M. Birassène, président du CNG de lutte. Nous espérons l'avoir dans quelques instants. Et nous sommes avec Abdoulaye Dembélé, journaliste sportif spécialisé en lutte, en direct avec nous. Abdoulaye Dembélé, bonjour. Bonjour, doyen. Bonjour, alors, merci beaucoup. On l'a vu lors des dernières grandes affiches de la lutte, particulièrement à Dakar. C'est chaque fois des violences verbales d'abord, ensuite des violences physiques dans l'arène, en dehors de l'arène, avant le combat, pendant le combat et après le combat. Qu'est-ce qui explique justement ces éruptions de violence, sans exagérer, chaque fois qu'il y a un combat, particulièrement chaque fois qu'il y a de grandes affiches donc dans l'agenda? Oui, je pense que je voudrais d'abord préciser que la violence est devenue un grand fléau. Ce n'est pas seulement dans le milieu de la lutte qu'on peut remarquer des scènes de violence, entre autres. Mais pour moi, je pense sincèrement qu'il se pose un problème d'éducation. Comme si certains pères de famille ont vraiment abandonné leur droit à l'éducation des enfants. Pour moi également, les écoles publiques doivent plutôt aller très loin dans l'éducation. C'est-à-dire qu'à cause des histoires de droit à l'enfance, entre autres et tout, souvent, l'éducation que certains ont connue dans le passé, il faudrait qu'on ressuscite cela. Il faudrait qu'on dépoussière cette façon d'éduquer nos enfants. Mais est-ce qu'il y a plus de violence maintenant qu'avant? Encore une fois, dans le milieu de la lutte, même si on doit reconnaître effectivement avec vous que la violence, et on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs au cours de ce débat, la violence ne touche pas que la lutte. D'autres sports qui jusque-là étaient loin de ces violences-là sont touchés, notamment le football. Oui, absolument. Vous savez, le milieu de la lutte est un milieu qui est fréquenté par une écrasante majorité des jeunes. C'est une question de jeunesse. C'est la raison pour laquelle moi je pense qu'à chaque fois qu'il y a foule de jeunes, il y a souvent des manifestations ou bien des scènes de violence ou bien des troubles. Maintenant, ce qu'il faut dire, les grands amateurs ne font jamais dans la violence. Il y a certaines personnes qui attendent que les événements où il y a plus de monde pour pouvoir planifier leur scène de violence ou bien d'agression. Moi, je pense que c'est une question
qui préoccupent réellement les acteurs de la lutte. Même le préfet. Il faut dire qu'il y a plusieurs années, les préfets de Dakar prennent des dispositions pour qu'au moins les combats puissent être terminés au plus tard à 20h, donc que les grands combats soient sifflés à 19h. Jusqu'à présent, même le CNG a pris des mesures dans ce sens-là, mais il se pose un problème d'applicabilité de respect des règles. Justement, nous sommes avec le président du CNG de lutte, M. Birassène. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, je voudrais commencer par une question que je qualifierais un peu de préjudicielle. Est-ce que la violence est, consubstantielle à la lutte du fait que la lutte elle-même est un sport, pour ne pas dire violent, mais rugueux? Est-ce que on peut découpler les deux? Est-ce qu'on peut avoir une arène complètement dépolluée des actes de violence que l'on note chaque fois qu'il y a des grands combats de lutte? Merci beaucoup, merci. Mais en fait, M. Nyan, je suis désolé, mais il ne faut pas coupler la violence à la lutte. Quand même, c'est deux choses bien différentes. La lutte est vraiment une pratique, un sport très noble. Et le style que nous faisons est un style très propre, qui a ses règles, qui a ses applications, et qu'il ne faut pas du tout, n'est-ce pas, associer, n'est-ce pas, à la violence. La violence, c'est un autre comportement. Mais en fait, où est-ce qu'on a vu de la violence, n'est-ce pas, dans l'arène nationale? Je crois qu'il faut au moins situer, n'est-ce pas, géographiquement. Géographiquement. Dans l'arène, il n'y a pas eu de violence. La violence était dehors. Si la violence était dehors, et je suis désolé de dire que, à la fin, n'est-ce pas, de notre manifestation, les gens sont rentrés tout doucement. Il n'y a pas eu de violence dans la rue. Et malgré que le combat soit terminé assez tardivement, c'est relatif d'ailleurs, il faut le dire, il n'y a pas eu de violence, n'est-ce pas, quand les gens sont rentrés. Les gens sont rentrés tout doucement, en bon citoyen. Moi, je crois que le problème de la violence, c'est d'abord social, c'est une affaire sociétale. Il ne faut pas que les gens essaient de le mettre quelque part dans cette pratique sportive ou dans quelle fédération. Non, même pas. On a vu que d'autres sports commencent à être touchés. Enfin, c'est pas nouveau, mais on a vu des scènes de violence de plus en plus récurrentes dans le football, notamment. Non, je ne dirais pas dans le football. Vous savez, la violence, elle est ce qu'elle est. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont rien à voir avec le football, qui vont rien que pour, n'est-ce pas, guetter, n'est-ce pas, de bons moments pour troubler, n'est-ce pas, les gens. Il y en a qui le font. Moi, j'ai vu l'autre jour, par exemple, quand je partais à l'arène nationale, j'ai vu des jeunes qui n'avaient rien à voir et rien à faire, n'est-ce pas, dans l'arène nationale, se jeter, n'est-ce pas, des cailloux. Pourquoi faire? C'est pour que les gens, n'est-ce pas, se concentrent sur ce qu'ils font pour qu'ils fassent, n'est-ce pas, le forfait. Moi, je crois qu'il nous faut, n'est-ce pas, de la vigilance. Et il faut également de la sensibilisation et mieux moraliser, n'est-ce pas, certaines pratiques. Mais justement, qu'est-ce que le CNG, par exemple, fait dans ce sens-là? Parce que vous avez quand même une grande opportunité. C'est un sport qui est extrêmement suivi par toutes les couches de la société. Est-ce que vous profitez justement des occasions que constituent les combats de lutte avant, pendant et après pour justement porter le message? Absolument, M. Nyan. Vous savez, avant chaque grand gala de lutte, pour ne pas dire avant chaque gala, nous convoquons une réunion de sécurité où nous avons, n'est-ce pas, les membres du CNG, les promoteurs, les managers, et même avec, n'est-ce pas, les FDS. Nous disons, en fait, qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas, pour gérer au mieux, n'est-ce pas, ce combat-là. Voilà les solutions à prendre, voilà les voies, n'est-ce pas, d'entrée de tel lutteur, voilà le circuit, voilà le parcours que le tel lutteur doit apprendre, etc. Tout ça, non seulement pour veiller à la quiétude, mais également pour permettre à d'autres citoyens qui n'ont rien à voir avec la lutte de circuler librement. Mais, en le faisant, nous sensibilisons les écuries, nous sensibilisons les ténors, nous sensibilisons également les promoteurs et les managers. Hier, à notre réunion de, comment ça s'appelle, la réunion hebdomadaire, le CNG, en réunion de bureau, a évalué les galas qui ont eu, n'est-ce pas, lieu durant la semaine. Et on a dit, on tire le chapeau, n'est-ce pas, à ces jeunes qui étaient venus dans la quiétude, à ces jeunes qui étaient venus tranquillement, qui aiment le sport et qui l'ont vraiment magnifié. Mais quand même, à côté de ça, il va falloir qu'on prenne d'autres dispositions. Vous savez, la loi, elle est faite pour être respectée. Mais il y en a qui pensent que la loi, elle est faite, n'est-ce pas, pour être contournée. C'est ça notre règlement. Quand on dit, quand tu fais ça, voilà, la sanction, elle est là.
il y en a qui essaient, n'est-ce pas, de passer par l'autre porte évidemment pour le violer, ces règlements. Mais à chaque fois, nous disons aux gens que le règlement de CNG est un règlement dynamique. À chaque fois, les gens essaient de passer par la petite porte. Le CNG, n'est-ce pas, va prendre le grand boulevard, n'est-ce pas, pour le coincer. Mais il ne faut pas dissocier la pratique de la lutte de la violence. C'est pas violent. C'est vrai que les gens reçoivent des coups en jambes. C'est vrai. Pour quelqu'un qui n'est pas amateur ou qui ne connaît pas le Sénégal, il va dire que ça c'est violent. Mais c'est pas violent. Nous avons connu d'autres formes de lutte même qui sont plus violentes que, n'est-ce pas, la lutte sénégalaise. Ce que la lutte sénégalaise ne tolère pas, il y a d'autres formes de lutte qui tolèrent ça. C'est ça. Et on l'a vu au niveau international. Les MMA notamment. Alors, on reviendra avec vous tout à l'heure sur... La sensibilisation, c'est vous, c'est nous. Mais justement, on reviendra avec vous sur le rôle que chacun doit assumer, notamment les lutteurs, et comment le CNG peut élargir son champ justement d'intervention pour prévenir cette violence qu'on pourrait qualifier d'opportuniste, qui n'est pas directement liée au sport, mais on a vu que chaque fois, c'est peut-être à la périphérie, quand les lutteurs rentrent chez eux, chemin faisant, qu'on note ces actes de violence. Mais avant cela, je vais interpeller Abdoulaye Dembélé, justement sur le rôle des médias et sur peut-être des petites préconisations pour régler le problème. On vous a bien entendu, c'est un problème sociétal. Vous avez parlé de l'éducation, vous avez parlé de beaucoup d'autres modalités pour justement sensibiliser les gens. Mais plus spécifiquement dans les médias, quelles sont les mesures urgentes à prendre pour justement accompagner cette lutte contre la violence ? Je ne parle pas des médias classiques, mais les réseaux sociaux. Il faudrait qu'on aille dans le sens de réglementer cela. Pour des questions de vue ou de clics, entre autres, il y a certains médias qui utilisent des images de scènes de violence d'il y a 3 ans derrière ou 4 ans derrière pour dire qu'il y avait, lors de ces derniers combats, il y a eu des scènes de violence. Alors que, comme le président vient de le souligner, et lors de ce combat, des événements du week-end passé, on n'avait pas constaté des scènes de violence. Même moi, un confrère m'avait appelé vers 22h pour dire qu'il avait entendu qu'il y a eu des scènes de violence à l'arène nationale. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas au courant. Moi, j'habite près de l'arène nationale. Je suis en train de marcher. Il y a beaucoup de foules également qui sont en train de marcher tranquillement pour aller chez eux. Donc, il ne faudrait pas que sur les réseaux sociaux, qu'on utilise des scènes de violence d'une manifestation qui a eu 100 ans derrière pour nous les republier et dire que voilà, il faudrait que l'État aille dans ce sens de réglementer tout cela. Parce que nous sommes assaillis par les réseaux sociaux avec des modèles, des modes de fake news, de l'infox, effectivement. C'est ce qui nous a envoyé en réalité. Maintenant, puisque la lutte a bon dos, les gens utilisent ces genres de choses-là pour pouvoir dire que voilà, ce sont les acteurs de la lutte. En tout cas, moi je sais que les autorités du CNG, les autorités en charge de la sécurité publique, entre autres, tiennent tout le temps avant les événements des réunions de sécurité. Et ce qui fait que moi je salue également l'implication de la gendarmerie dans la sécurisation des événements de lutte. Parce que jusqu'à minuit, les gendarmes avaient jalonné tous les alentours de l'arène nationale, même au niveau de EDK, entre autres endroits qui pourraient constituer des zones d'agression ou autres. Sur la route nationale et sur l'autoroute à péage. Malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voudrais consacrer ce qui nous reste en temps à Birassène. Pour revenir sur les 2 questions que j'ai soulevées tout à l'heure, on a remarqué effectivement dans l'arène nationale et aux alentours, le problème des actes, disons, d'incivisme et parfois de violence, le problème est en train d'être réglé définitivement. On note de moins en moins de problèmes. Mais comme je disais tout à l'heure, jusqu'à quel périmètre, justement, le monde de la lutte est responsable de ce qui se passe. Comme je disais, il y a des scènes à la périphérie. Et deuxièmement, quel rôle donner aux lutteurs dans la sensibilisation? On a vu aussi qu'il y a des joutes verbales qui ne tendent pas à apaiser, disons, le climat. Est-ce que c'est un point sensible qu'il faudrait aussi regarder de plus près? Monsieur Niang, si en fait vous faites un constat depuis
quelques années, ou 2 ans ou 3 ans, vous verrez que comment ça s'appelle, cette violence verbale a tendance à disparaître. Mais je voudrais également vous inviter à magnifier certains actes très corrects, certains actes citoyens. Vous avez vu l'autre jour quand Balaga est descendu dans l'enceinte avec Tafatine, pensant qu'il allait se passer quelque chose, le lutteur Emerson, le lutteur qui devait dire Emerson, est venu leur parler. Mais c'est un acte à saluer. C'est vrai. Et quand il leur a parlé, ils ont reculé, pour qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, d'anicroche. Mais je crois que c'est ça qu'il faut magnifier. Et depuis le combat de Balaga, de comment ça s'appelle, de Modulo contre Amabalde, vous avez vu, à chaque fin de combat, les lutteurs se saluent. C'est vrai. Ils se congratulent et même le lendemain, on a des visites d'après-combat. Mais ça, on ne l'avait jamais pensé. Et aujourd'hui, déjà, on est parvenu, n'est-ce pas, à le faire. Moi, je crois que, quelque part, on doit magnifier ces actes-là et les jeunes lutteurs vont en copier. On viendra vers ça. On a vu des amateurs, on a vu sinon des écuries, on a vu des fans que se serrer la main avant un combat, n'est-ce pas, prendre un drapeau pour dire que ça, ce n'est que du sport. Et avec l'éclairage que nous avons, n'est-ce pas, à l'arène nationale, ça permettra à nous faire valoriser ces genres de pratiques. Moi, je crois que le CNG, en tout cas en ce qui nous concerne, notre sécurité, la sécurité, c'est au niveau de l'arène. Quand il y a violence, si on doit faire un rapport, on fera un rapport sur ce qui s'est passé dans l'arène nationale. Maintenant, en dehors de l'arène nationale, nous n'en avons pas compétence. Il y a une autre autorité qui a compétence, n'est-ce pas, de la voie publique, et ça, c'est pas nous. Et cette autorité-là, elle fait le maximum pour gérer au mieux, pour canaliser au mieux, n'est-ce pas, les foules, les amateurs, n'est-ce pas, les citoyens qui viennent paisiblement pour voir nos combats publics. Moi, j'ai vu l'autre jour des étrangers, j'ai vu des Sénégalais, le dimanche dernier, qui sont venus et qui m'ont dit que président, on ne va plus rater de gala ici, mais ici, c'est un havre de paix. Mais je dis, mais écoutez, si vous entendez la rue, vous ne viendrez jamais voir nos combats de lutte. Mais venez voir. Et évidemment, il était satisfait de ce qu'il a. Je crois que le problème de la violence, il faut qu'on en parle. C'est l'affaire de tout le monde, mais pas l'affaire, n'est-ce pas, de section, n'est-ce pas, de ce pays-là. Et aller à la racine pour régler le problème que vous avez qualifié de sociétal. Ma propre maison, la maison de Souleymane Lyon, la maison de Ablaye Dembélé,